En 1310, les scènes de la Passion du Christ demeurent un des principaux moyens de synthèse. Duccio, siennois, élève de Cimabue, a reçu commande d'un immense tableau d'autel de quasi 5 mètres sur 5 qu'il doit peindre recto verso de sa main avec tout le talent qu'il a reçu de Dieu, stipule le contrat. Le tableau n'est plus une icône sacrée qui transperce l'espace vécu pour s'aboucher au divin, il est un objet social représentant des corps en relation dans un espace dont la fonction d'objet-image est d'articuler le passage du plan donné d'usage au plan de la totalité et qui en parle. C'est ce que font les chaussures dans la scène du haut. Mises de côté dans le geste rituel du lavement des pieds, elles passent au plan religieux de pureté. Mais elles ne restent pas juste là, valeur d'usage en suspens. Elles se font au contraire remarquer. Elles sont des petites bêtes qui montent et qui descendent entre le sol et l'estrade. Investies par le peintre, elles sont déliées de leur usage et deviennent valeur d'échange, plastiquement d'abord, en permettant de circuler de la scène du haut à celle du bas qui lui succède. Et ce faisant, elles changent de plan, en ce qu'elles ne disent plus le simple usage de marcher, mais qu'elles signifient la notion même de cheminement, au plan total, essentiel, poétique, l'acte humain de cheminer. La valeur d'usage est passée non par le dogme religieux, mais par le langage de l'art, du plan de la valeur d'usage au plan de la valeur d'échange avec un E majuscule. C'est aussi ce qui a lieu en bas. Le rite religieux qui transforme les produits du travail nécessaires à la survie, le pain et le vin, en sang et en vie, c'est ce passage de la valeur d'usage à la valeur d'échange au plan de la totalité, ici conçu comme divin. Le peintre montre aussi la carafe de majolique, la céramique mallorquine dont la stricte fonction de contenant est élevée à un plan supérieur par le seul fait de son décor. L'agneau sacrifié, signe du corps humain symbolique du Christ, est ramené par Duccio à sa réalité d'agneau rôti sur la table. Corps coupé, patte en l'air, il devient signe de ce que tout corps particulier, comme le corps social, sont partie d'un corps global. C'est ce que le dogme eucharistique restitue rituellement et que la peinture propose au regard anthropoétiquement. L'acte de se nourrir, fondamental au plan de la nécessité, est toujours, du point de vue global, un moyen de se tenir au plan de l'échange général. C'est le sens substantiel du mot consommation. L'opération par laquelle tout objet d'usage est reconnu comme moment du tout et par là même signe, c'est ce levain de l'art, cet alcool de la matière, c'est, au sens organique, philosophique, la poésie. Mais la société où domine le pouvoir divin est aussi le lieu d'un pouvoir coercitif. Cette miniature de 1310
évoque le servage féodal, mais aussi la dépendance dans laquelle les villes tenaient les campagnes grâce à la pression fiscale. L'historien Patrick Gilly nous dit, dans le pire des cas, la paupérisation paysanne allait jusqu'à la reconstitution d'une dépendance seigneuriale, voire de la perte de sa liberté individuelle au profit d'un prêteur urbain qui rachetait les dettes. Pour faire entrer de l'argent frais dans les villes, on recourait aux prêts forcés. La chambre de blé de Florence devint même une véritable banque d'État destinée à gérer l'argent public. Alors toujours au revers de la Maestà de Duccio, la tentation du Christ porte en elle la réalité urbaine du temps. La ville en plein essor est le nouvel objet d'articulation des plans, des usages et des échanges, toutes dimensions confondues. Mais les contradictions entre pouvoir papal, impérial, communal, territorial avaient conduit à la guerre contre Florence en 1260. Sienne s'était alors donnée à la protection de la Vierge dans une longue procession vers la cathédrale. La ville réaffirme cette cohésion identitaire en juin 1311 dans un cortège où les corporations, les confréries et toute la population portaient l'imposante Maestà vers le Duomo, la cathédrale de Sienne. L'image officielle de la Vierge, les saints, leurs auréoles, jouaient le rôle d'identificateur universel abstrait. Le trône s'ouvre parmi une assemblée de saints comme l'image dans l'assemblée communale. Entre 1287 et 1355, Sienne s'était dotée d'un système de bon gouvernement avec rotation du pouvoir. 9 citoyens étaient élus par tirage au sort et renouvelés tous les 2 mois. Le trône écarte le fond d'or, le manteau de la Vierge ruisselle en fontaine de vie. Maintenant que l'espace est ouvert et que celui des spectateurs est intégré au tableau, l'enfant entre en contact direct avec nous. Les lignes de structure, les regards convergent vers le délicat repli de sa main au milieu de la poitrine. Il reçoit toute notre attention. Une relation d'intériorité s'établit dans un espace où la séparation entre notre regard et la surface du tableau est abolie. C'est dans la sensibilité même de l'artiste que s'incarne cette relation nouvelle au divin, tandis qu'il satisfait à la demande des commanditaires. Sur cette pièce de monnaie, véhicule des relations commerciales et de pouvoir, est écrit « Sienne, ville de la Vierge ». L'identificateur universel rencontre l'équivalent universel abstrait. Mais d'où vient ce besoin d'argent? Cette fresque du Siennois Simone Martini en 1315 nous aide à y répondre. Depuis l'Empire romain, tout pouvoir centralisé avait besoin de monnaie pour payer ses soldats, pour aménager ses routes, comme on le devine dans ce paysage de rochers. Assis devant un camp d'allure médiévale, l'empereur évoque les seigneurs du XIIe, XIIIe siècle, qui se faisaient payer les redevances non plus en produits et en corvées, mais en argent, précise l'historien Jacques Le Goff. Il s'agit ici de Julien, qui tenta de restaurer le paganisme au IVe siècle, après la christianisation de Constantin.
C'est en son temps qu'un jeune soldat de ce qui est aujourd'hui la Hongrie renonça au pouvoir militaire. On voit Martin, avec sa croix, qui se détourne. Il deviendra évêque de Tours. Ces hommes, chargés d'or, l'empereur sur le siège curule, son globe impérial, sa couronne, l'intendant versant les solidus, le saint portant l'auréole, désignent le discours de l'Église sur l'argent. Le bâton de commandement et le bras du soldat convergent vers Martin, comme pour placer le pouvoir politique sous la tutelle de l'Église au nom de la charité, puisque Saint Martin avait partagé son manteau. Mais en réalité, les partisans de l'Empire gibelin s'opposent aux guelfes, alliés de l'Église. Les ordres mendiants quêtent des pièces pour les humbles, tandis qu'en ville, les cardinaux emploient l'argent pour leurs dépenses d'apparat de plus en plus importantes. À Avignon, de 1309 à 1418, l'Église a augmenté partout sa pression financière. On blâme l'usure, mais l'argent est favorisé. Il sert les guildes, l'essor des échanges, des matières premières venues des campagnes et transformées en ville par les artisans, qui satisfont à une demande de luxe qui augmente. Vers 1270, pour le théologien Albert le Grand, l'image du paradis sur terre n'était plus celle du cloître, mais celle de la grande place de la ville. La ressemblance de la montagne et de la tente, ouverte sur les pièces d'or, évoque aussi l'intensification de la frappe dans les nouveaux ateliers monétaires. En Allemagne, en Toscane, l'exploitation minière sont développées avec tout un personnel de dirigeants, contrôleurs, ouvriers. La circulation de la monnaie se démultiplie en France, avec pour les rois les deniers parisis ou les deniers tournois, frappés à Saint-Martin de Tours par l'abbaye. Nous retrouvons ici le lien entre la pièce de monnaie et l'auréole. La pièce d'or est une réserve de valeur que l'auréole place en Dieu, au sommet de la hiérarchie. La valeur d'échange monétaire reste ainsi sous la tutelle de la valeur d'échange divin. Et les valeurs bancaires sont contenues sous la vertu de charité. En 1252, le florin naissait à Florence au moment où le peuple chassait les partisans de l'empereur. C'était pourtant lui, Frédéric II, rappelez-vous, qui avait recommencé à frapper des augustales d'or à la romaine avec l'aigle impérial et son profil couronné. La somptuosité gothique s'inscrit dans le travail d'orfèvre dont Martigny investit ses ornements. L'or poinçonné valorise l'objet image. L'auréole matérialise l'impalpable aristocratiquement. Habillé en évêque gothique, saint Ambroise, fondateur de l'église de Milan au IVe siècle, savait, paraît-il, remettre l'empereur à sa place, critiquer la cupidité. Tout ce qui m'appartient appartient aux pauvres, disait-il. Alors, à quoi songe-t-il, si richement vêtu? C'est qu'avec lui, le siècle de Martigny communique par le songe avec la grandeur du passé. L'Église œuvrait à restaurer par sa culture, sa pompe, son architecture, la grandeur d'une Rome non plus impériale, mais siège de la papauté. On est passé en peu d'années
de l'humilité pastorale de Giotto au luxe international du gothique. Est-ce à dire que le mouvement général qui conquérait l'histoire sous les termes d'empire, de commerce, de Dieu et de l'argent restait une histoire de l'inconscient? Ces peintures trouvaient place dans la basilique d'Assise, Giotto dans la nef supérieure, Martini dans la chapelle du dessous. Le chevet est un foyer de lumière. C'est là, sur la voûte, au-dessus du lieu de communion, que se trouve un chef-d'œuvre du Siennois Pietro Lorenzetti, la fresque de la dernière scène, peinte vers 1320. Telle qu'elle est située, l'image condense la lumière d'or qui frappe le plafond, relie le terrestre au divin et réunit en elle-même cet emboîtement de dimensions. L'idée, c'est que le Christ et son message tirent les gens vers le haut. À droite, l'auberge est un bijou d'architecture. La lumière émane derrière lui, au verso impalpable de l'auréole. La lumière soulève la nacelle du restaurant dans une dimension cosmique. Les auréoles, et surtout la charpente, sont des étoiles en suspens dans la nuit de la création. Le mythe cosmique, religieux, implanté dans le marbre, pénètre dans l'espace quotidien. Les valeurs célestes atterrissent. La vision de la totalité reformule l'équilibre entre l'humain et le divin. Pietro a introduit la réalité domestique, la dimension platement économique de l'aubergiste qui fait le lien devant la porte entre la salle et la cuisine, réunit le plan évangélique et celui de la quotidienneté. Le populaire est ainsi associé à une hiérarchie spirituelle aristocratique, mais c'est vers cet humble serviteur qui fait la vaisselle avec son chien et son chat que Jésus-Christ se tourne, par-delà la trahison prochaine de Judas et l'écran du mur qui les sépare. Il y a une sorte de télécommunication qui unit le spirituel et la sensibilité artistique. La richesse et la culture accumulées socialement tendent à s'autonomiser dans l'image produite. Celle-ci dépasse et à la fois maintient les théories divines et la hiérarchie du pouvoir qui y trouvent une synthèse. Mais l'art est-il serviteur du pouvoir ou serviteur de la lumière? Si cette lumière est celle de la création, en sa puissance d'origine projetée dans l'aventure matérielle de la terre et de la vie, l'art, c'est alors le rapport entre cette origine de la création et son devenir humain dans l'histoire. C'est ce que les pères de l'Église appelaient l'économie. Pour moi, c'est l'art, la poétique anthropologique de l'histoire, dans laquelle les théories et les actes se découvrent mutuellement. Les êtres et les choses dialoguent, se débattent, s'unissent. Méditation devant l'image. En 1330,
le jeune frère de Pietro, Ambrogio Lorenzetti, produit cette image de dévotion de 80 cm sur 48 pour un monastère siennois. Le plan humain organique reste dans une totalité nommée Dieu. L'or du fond au sommet se défalque dans l'auréole, se dispose au visible, devient matrice de l'incarnation. Le 8 de l'infini circule de la tête au giron de ses bras, l'enfant est dans son sein. Comme si l'impalpable au revers de l'auréole se retournait dans son visage, qui se penche vers Jésus. L'incréé a pris corps par son ventre de femme. L'enfant est en contact simultané avec le spectateur et avec le divin. Il est engendré et pourtant identique à l'abstraction créatrice. Ces boucles sont la forme corporelle des fioritures orfèvrées symboliques. Le lait maternel, la version organique de la lumière, absorbée en soi, qui coule par le voile blanc et remonte jusqu'au visage luminescent, qui révèle et masque la source insaisissable de ce flot continué. Un poète chinois disait « Savoir téter sa mère, c'est reconnaître, via les formes du créé, le chemin de leur origine. Là où se tient la pure contradiction de l'être et du n'être pas. C'est cet échange entre le plan du créé et les représentations qu'une société se donne du plan de la totalité qui constitue la valeur. Dans l'Église, le panneau d'autel, le crucifix, le vitrail, l'architecture concouraient à créer l'espace propice où se matérialisait le rapport au monde d'une époque. Une totalité, c'est aussi en réalité un emboîtement de totalité relative, au plan intime, quotidien, intercontinental. C'est donc aussi sur le parvis de l'Église que s'expriment les parures, les discussions d'affaires, les regards qui précèdent aux arrangements matrimoniaux. Et en ville, les images véhiculeront les valeurs du pouvoir de ceux qui les ont commandées. Le Campo de Sienne représente cet espace public où, sous les grandeurs célestes, le conseil communal contrait l'autorité papale et impériale. Ce pouvoir, célébré comme divin, avéré de plus en plus essentiellement humain, restait lié à la découverte du monde. Un cavalier parade vers une bourgade, démontrant la maîtrise des campagnes par la ville. Fin XIIIe, les cités envoyaient des chargés de mission avec des pouvoirs militaires, afin d'assurer le contrôle fiscal et l'approvisionnement. Les villes prenaient ainsi les châteaux, rachetaient le droit des seigneurs qu'elles forçaient ou aidaient à s'installer dans la ville. Elles réduisaient ainsi les villages, forcés d'entretenir les routes pour transporter les nourritures et les marchandises. Sienne honore ici le condottiere Guidoriccio da Fogliano, qu'elle a payé pour qu'il intègre au contado de nouveaux territoires. C'est ce que commémore la prise de Montemassi par Simone Martini dans le Palazzo Comunale. On lit entre les lignes ces chemins qui dépassent, rattachent
reconstruisent les frontières. Le motif vestimentaire, de courbes en poinçons, rappelle la ligne brisée des montagnes. La barrière dessine presque une voie ferrée, qui relie les villes sur le mode militaire. Le rapport aux proches territoires sur le mode des relations de pouvoir est l'expression du pouvoir de relation à l'échelle de la Terre. L'élargissement des réseaux se jouait aussi sur la mer. Les cités commerçantes comme Gênes valorisent la science maritime. La même année que cette fresque, en 1328, Pietro Visconti réalise cette carte. Il se basait sur des toiles des mers, tissant l'angle des vents et le nom des sites sur la côte, les Portulans. On aperçoit les mots Toulouse, Gascogne, Navarre, Aragon. Ce savoir était lié aux échanges avec les marins musulmans. Un des plus vieux portulans montre un tracé précis et le nom des villes écrites en arabe. Le monde spirituel était un monde géopolitique. La globalité théologique devenait une réalité géographique, un globe terrestre. Vers 1335, les Cocciarelli, riches banquiers de Gênes, rédigent un manuel éducatif à usage familial. Le grand-père, Pellegrino, le père qui tient une fleur sur l'épaule du fils, Piccolo Giovanni, sont vêtus à la mode courtoise. S'affirme un goût pour les choses de la nature avec les fleurs et le faucon que le garçon tient sur son gant, signe d'éducation aristocratique. Leurs parures s'intègrent au décor de la tenture et sont étoffées par les ornements végétaux. Les manteaux portent par leur qualité et leur forme la marque de la valeur monde. Non en ce que le plan d'usage est dépassé par le style aristocratique, mais parce que les matières portent en elles-mêmes la marque des relations avec les lointains dont elles sont tissées. Ce motif de décor est d'ailleurs similaire à l'étoffe de soie que le roi de Jérusalem, Jean de Brienne, avait offert en 1230 pour transporter le corps de François à Assise. Les Cocciarelli avaient vécu à Saint-Jean d'Acre avant de s'implanter à Gênes, carrefour commercial. Ainsi, une vue de Saint-Jean d'Acre et une de Tripoli illustrent donc le récit en vers que le grand-père dédiait au petit-fils. Le Codex Cocciarelli contient de superbes illustrations naturalistes, très précises sur les insectes, un peu moins sur les animaux sauvages d'Afrique ou d'Asie, connus par copie ou ouï-dire. En haut à gauche, 2 coupes de cannibales sont en plein festin. La fauconnerie, mise à la mode par Frédéric II, qui avait même écrit un traité, exprimait bien les valeurs aristocratiques fondées sur la conquête et la découverte du monde, mais sur le mode de la prédation. Les Cocciarelli en avaient certainement une copie. La valeur d'échange commercial des richesses se fondait autant sur la valeur d'usage que sur la valeur monde des produits importés. Le pouvoir mercantile de l'argent était à la croisée de la valeur divine et des fascinations mal conscientes pour le monde avec ses inconnus
et c'est lointain. 3 dernières planches du codex nous montrent le monde d'alors. Si la nature fournit à l'art humain la noblesse du vin, l'outrance en production et en consommation produit le vice. Le noble, le clerc, le notaire à leur étage supérieur risquent de tomber dans le piège. L'alcoolisme est l'allégorie de l'avidité. L'artiste insiste sur le matériel. Avec le bois, de la poutre, du banc, les barriques, les verres, les carafes. L'aristocrate semble se tenir, mais celui qui est en plein élan, debout, sous l'axe vertical de son produit, c'est le producteur négociant. La morale contient sous sa coupe l'économie marchande naissante. Dans cette feuille, la consommation royale des étrangers n'est pourtant pas symbole d'art de cour. Les ornements disent le cadre régalien, mais la surcharge exprime la gloutonnerie. Le sourire caricatural de l'empereur mongol, connu par les ambassades, les voyages et les missions dont Guillaume de Rubruck avait fait le récit par écrit vers 1250, peut être mis en connexion avec ces chiens pattes levées. Le grand Khan, en latin, ça donnait le grand chien. Il avait ouvert aux Génois le commerce du bois, du fer, des armes, des épices et des textiles sur les territoires de la mer Noire, ainsi que celui des esclaves, bulgares ou albanais, même catholiques. Les richesses orientales, décrites avec convoitise, sont rangées parmi les vices. L'orchestre, remarquablement détaillé, rappelle dans les visages les régions dont la connaissance était confuse et où circulaient, de l'Inde à l'Arabie, de l'Asie centrale à l'Afrique noire et à la Chine, de fantastiques trésors. Un vaste continent que cette Africasie, qu'on appelait les Indes, reliant les sociétés d'Europe aux richesses d'Extrême-Orient, la banque était en pleine expansion. Les grandes familles génoises étaient tellement impliquées dans le trafic que la compagnia, la commune, leur semblait soumise. La ville entretenait une flotte guerrière pour épauler son fret maritime. Des colonies avaient été établies à Tyr, Alexandrie, Saint-Jean d'Acre, d'où étaient les Cocciarelli. Les traités commerciaux pacifiaient les tensions avec les pays musulmans, Constantinople. Et depuis 1277, des liaisons régulières avec Bruges et Southampton avaient été établies. Cet essor augmentait les besoins en monnaie, en pièces dont la teneur en métal précieux était fiable. Être changeur d'argent devenait un métier. On pratiquait le prêt avec des profits considérables. Sur l'image de droite, donc, à l'étage, en haut, sous la vigilance du Christ, le coffre et le banc des banquiers, bourses et pièces de métal. Mine enjouée de ceux qui échangent. À gauche, en rouge, l'homme a l'air insatisfait. Est-ce un client spolié par les changeurs? Mais les Écritures sous l'arcade nous disent que ceux que nous prenions pour les banquiers sont les riches de la ville qui puisent dans les caisses à leur fin personnelle. Les banquiers, c'est-à-dire le grand-père et le père Cocciarelli, passent donc du côté des garants de la probité, à l'articulation de la justice divine et sociale. Au sous-sol,
la population susceptible d'être abusée est représentée par les veuves et les orphelins près des religieuses et des dames sur les marches. La classe intermédiaire des banquiers et des commerçants s'inscrivait donc en faux contre les abus des puissants. La garantie d'honnêteté, elle se trouve sur la table, dans la tenue des comptes à partie double et dans la vérification. Les hommes de l'or, à leur façon, étaient aussi des hommes du livre. Être fort, Valérie, était maintenant moins relatif aux valeurs aristocratiques de guerre, aux valeurs divines, spirituelles, qu'à celles de réactivité, de persuasion, d'organisation collective. Et on devine dans ce banc, ce coffre, ce tapis oriental sur la table, les notions de transfert de fonds, de lettres de change, d'aménagement du réseau en strates et succursales de par le monde. Quant à la créativité, force est de constater que art, argent, économie et marchandises s'en mêlent encore dans cette histoire, qu'il nous appartient de dénouer. Celle des œuvres d'art peut nous aider à la comprendre afin d'en reformuler le sens. Un prochain épisode nous mènera de Sienne à Florence, de l'Atlas catalan aux merveilles de Marco Polo, des enluminures gothiques aux fresques et aux peintures du Quattrocento italien et flamand, mais aussi à Milan, Ferrare, jusqu'au bûcher des vanités et au jardin des délices considérés sous l'angle de la pharmacie. À bientôt.